Merci pour cette présentation et dans laquelle je ne me reconnais pas, mais ça va. Et tout d'abord, merci d'être venu. Je sais que le sujet de la situation au Moyen-Orient toujours suscite beaucoup d'émotions. Et l'idée est vraiment de créer, de former une sorte de dialogue qui va au-delà des émotions et de parler de faits, comme vous l'avez dit, d'une situation qui est très compliquée pour nous, les Israéliens, pour les Palestiniens, pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Et donc, je vais vous dire que j'ai vécu le 7 octobre en Israël. Et les images qu'on avait vues, les premières 48 heures, étaient quelque chose d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Je le dis parce qu'il faut bien comprendre qu'en Israël, et cela est très important pour comprendre comment pensent les Israéliens aujourd'hui, Israël a vécu un vrai trauma. Et il le vit encore. Nous ne sommes pas dans un état de post-trauma. Nous sommes dans un trauma. Trauma collectif, mais aussi trauma individuel. Chacun de nous. Et donc c'est une situation très compliquée où pour nous, les Israéliens, il y a l'avant et après le 7 octobre. Il y a beaucoup de paradigmes qui se sont effondrés. Beaucoup de choses auxquelles nous avons cru, nous ne croyons plus. Et si vous voulez, on va parler surtout sur l'avenir, par exemple, et vous allez voir comment cela est aujourd'hui vu par les Israéliens. Donc, qu'est-ce qu'il y avait le 7 octobre? Donc, il y avait tous les éléments d'un massacre, d'un vrai pogrom. On avait 1200 morts. On a vu des gens torturés. On a vu des femmes violées. Des gens qui étaient brûlés vifs. Et quand je dis des gens, ce sont des enfants, des bébés, des femmes. Et on a toujours cette crise d'otages. Et au début, il y avait 250 retenus. Aujourd'hui, nous avons 130 retenus otages en main du Hamas, dont 19 femmes, 2 bébés, et dont nous ne connaissons pas leur sort. Je sais qu'ici, on a beaucoup parlé de la livraison de médicaments, par exemple, initiée par la France, à laquelle nous avons bien sûr, et nous étions très très reconnaissants. Par contre, nous ne savons pas ce qui s'est passé, par exemple, avec ces médicaments. Et pour donner un exemple. Et une chose qui est importante, c'est que ce massacre a été documenté. C'est peut-être le massacre qui est le plus documenté du monde, non par les Israéliens, sinon par le Hamas. Sans entrer sur les détails pourquoi ils l'ont fait, c'est très intéressant, mais ça va prendre un peu de temps. Et on a des vidéos exactement prises par Hamas, répandues par Hamas partout, où on voit exactement ce qui s'est passé. Et même pas maintenant nous sommes presque à 4 mois du massacre, mais même le lendemain, il y avait déjà des gens qui ont mis en cause le massacre du 7 octobre. Tout d'abord en le mettant dans un contexte, en disant, bon, mais il y a une occupation, il y a des opprimés, il y a des opprimants, c'est une colonisation, regardez ce qui s'est passé à Gaza. Non, il ne s'agit pas ici d'un conflit politique. Il s'agit d'un État démocratique qui lutte contre un groupe terroriste, qui n'a rien à voir avec le conflit. Le conflit existe et les solutions qui sont sur la table existent et on va en parler. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre est complètement délié au conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'était intentionnel. Il y avait ici une intention d'organiser un massacre. Ce n'est pas quelque chose de spontané, de quelques terroristes, une cellule terroriste. C'est quelque chose qui était bien planifié depuis longtemps. Depuis la formation de ce gouvernement, par exemple, pour ceux qui commencent à contextualiser les choses.
À part ça, nous avons vu un relativisme, dans le sens que, oui, il y avait le 7 octobre, mais ce n'était pas le Hamas, c'était peut-être Israël qui a bombardé sa propre population, et peut-être le Hamas a voulu attaquer seulement les camps militaires, mais ils se sont trompés. Bon, je ne sais pas, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a aussi vraiment les négationnistes. Ceux qui disent tout est une manipulation israélienne, rien n'a eu lieu, et ça vous semble bizarre, mais on l'entend de plus en plus, de plus en plus. Donc là, c'est un problème. Autre élément que je pourrais dire sur le 7 octobre, c'est qu'il y a des éléments forts, des éléments antisémites très forts dans cette attaque. Tout d'abord, il faut voir les images. Ce que les gens crient, ils ne crient pas « Free Palestine ». Ils crient « Tue les Juifs ». Tout le temps. Ils répètent « Tue les Juifs ». Deuxièmement, le Hamas, par idéologie, c'est un groupe terroriste qui n'a pas un but politique. C'est une question idéologique, c'est une question religieuse, un groupe terroriste islamiste qui veut mettre fin à l'existence d'Israël et veut tuer des Juifs. Et il faut voir l'article 7 de la charte du Hamas, où ils disent « Ce sont les pierres et les arbres qui nous parlent et qui nous disent que derrière eux, il se cache un Juif qu'il faut les tuer. » Vous pouvez le vérifier, aucun problème, article 7 de la charte du Hamas. Donc, il y a vraiment des éléments antisémites. Et ce n'est pas par hasard que le président Macron avait parlé du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Autre élément qu'il y a dans ces attaques, dans le massacre, qu'il y a ici un massacre contre les valeurs occidentales et les valeurs universelles. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont attaqué un festival de musique. Ils ont choisi Bataclan à l'époque, ils choisissent maintenant un festival qui représente toutes les valeurs qu'eux, ils rejettent. Que ce soit la joie de vie, que ce soit la liberté, que ce soit la musique, et que ce sont tous ces éléments universels. Et autre chose, il s'agit d'une stratégie à long terme. Ils l'ont dit et ils répètent encore et encore une fois. Ce n'est qu'une étape dans notre stratégie de mettre fin à l'existence d'Israël. Autrement, il y aura un autre 7 octobre. Donc pour tous ceux qui parlent maintenant qu'il ne s'agit pas d'une défense du droit de défense d'Israël, sinon il s'agit d'une, disons, revanche, non, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est empêcher le prochain 7 octobre, que nous savons parce qu'ils le disent. Et malheureusement, il faut croire dans ce sens-là, il faut croire au Hamas. Ils disent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils disent. C'est très clair. Donc pourquoi on est arrivé à la situation maintenant, à cette guerre à Gaza? Donc comme j'ai dit, tout d'abord, c'est une guerre d'autodéfense qui nous a été imposée. Ce n'est pas une guerre qu'Israël a déclenchée, c'est une guerre qui a été imposée par le Hamas, dans laquelle Israël a en principe deux objectifs. Tout d'abord, libérer tous les otages. Les 130 otages qui sont encore aux mains du Hamas, et vous avez raison, il y a plus que 30 que nous savons qui ne sont plus en vie. On ne connaît pas le reste, on ne connaît pas le sort des restes. Donc libérer tous les otages. Et deuxièmement, éliminer le Hamas, ou éliminer le dispositif militaire du Hamas, disons. Donc il y aura beaucoup de gens qui nous diraient « mais c'est pas compatible, il y a quelque chose de contradictoire entre les deux ». Non, et pourquoi pas? Parce qu'il s'agit d'un groupe terroriste, et un groupe terroriste qui est aussi un régime tyrannique, il ne fera jamais des négociations, dans ce cas-là, pour la libération des otages, qui sont un atout très très important pour leur survie. Donc ils ne seront jamais entrés dans un dialogue ou dans une négociation pour libérer les otages sans qu'il y ait une forte pression militaire sur eux. Donc pour nous, il s'agit de quelque chose qui est compatible, pas quelque chose qui est contradictoire.
Donc notre idée, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit éliminer le Hamas? Ce serait absurde d'aller tuer tous les terroristes. Mais ce que nous voulons est que tout d'abord, Hamas ne reste pas au pouvoir, parce que ce n'est pas seulement un groupe, c'est aussi un régime. Et deuxièmement, qu'il ne pose pas une menace à nos habitants au sud d'Israël. Nous avons plus de 100 000 déplacés israéliens déplacés du sud d'Israël qui ne peuvent pas y retourner, soit parce que leurs maisons ont été détruites, soit parce qu'ils se sentent menacés. Donc ils sont partout en Israël, chez des copains, aux hôtels, etc. Mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux autant que Hamas est au pouvoir. Donc c'est ça, c'est quand on parle d'éradiquer Hamas, d'éliminer Hamas, c'est ça, qu'il ne pose plus une vraie menace contre Israël. Et cela veut dire qu'à long terme, nous voudrions voir Gaza démilitarisée et déradicalisée. Je vais parler un peu de la radicalisation plus tard. Qu'est-ce que cela n'inclut pas? Quand je parlais des deux objectifs, il y a des choses qui ne sont pas incluses dans nos objectifs, et c'est très important de le dire. Tout d'abord, déplacer la population de Gaza. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas notre objectif, déplacer les Gazaouis. Les Gazaouis ne sont pas nos ennemis. Les Gazaouis souffrent sous le régime du Hamas. Donc ils ne sont pas nos ennemis, ce n'est pas notre idée de déplacer les Gazaouis. Ça, c'est une chose. Donc pour nous, les Gazaouis vont rester à Gaza. Et deuxièmement, notre idée n'est pas bien sûr les tuer, et plus important que ça, notre idée n'est pas retourner à Gaza. Israël s'est retiré du Gaza en 2005. C'était un retrait unilatéral avec l'idée de n'y jamais retourner. Et depuis 2005, ce qu'on a avec Hamas, c'est plus ou moins ce qu'on peut appeler cessez-le-feu. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous ne sommes pas en faveur d'un cessez-le-feu, sous les conditions maintenant. Mais plus que ça, l'idée était vraiment de n'y jamais retourner et laisser les Palestiniens sous Hamas, malheureusement, prendre le pouvoir et développer cette monde de Gaza. Ce qui était dans notre tête, c'était créer une sorte de Singapour, si vous voulez, au Moyen-Orient. C'était ça l'idée. Israël n'a plus rien à voir avec Gaza. Nos civils ont été pris, ont été déplacés. Et les soldats ne sont plus là. Tout ce qui s'est passé après, c'était parce que le Hamas, une fois a pris le pouvoir, il a pris avec force. Quand Israël s'est retiré de la bande de Gaza, il n'y avait pas Hamas là-bas. C'était l'autorité palestinienne. Donc, une fois retiré, le Hamas a utilisé les élections pour prendre par force le pouvoir. Et depuis là, ils ont commencé à lancer des roquettes sur Israël depuis 2007. C'est la situation dans laquelle nous vivons, avec des siècles de violence qui ont été une sorte d'interruption dans ce cessez-le-feu. Donc, jusqu'à 2007, c'était plus ou moins, pour les deux côtés, on pourrait y vivre. À partir du 7 octobre, pour Israël, et là je montre ce que j'ai dit au début, la situation sécuritaire avant le 7 octobre ne sera plus la même maintenant. Parce que nous ne pouvons plus vivre dans une situation de cessez-le-feu, quelques attaques, quelques roquettes, etc. On a vu à quelle situation cela peut arriver. Et donc, une autre chose, et là j'entends de temps en temps des gens qui disent bon, c'est Israël qui est responsable pour la force de Hamas, Israël n'a pas pris assez de mesures pour faire face au Hamas. Je crois que la raison pourquoi Hamas est tellement forte, parce qu'Israël, d'une manière ou autre, avait trop de confiance sur le Hamas. Dans le sens qu'on a dit, bon, ils nous détestent, ils ne veulent pas qu'on existe, mais ils veulent le bien-être de leur propre population.
Donc, ils vont utiliser le cessez-le-feu, l'argent qu'ils reçoivent, l'aide humanitaire qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils reçoivent pour le bien-être de la population. Et si la population vit plus ou moins bien, il y aura une sorte de pression sur le gouvernement du Hamas pour qu'il n'attaque pas Israël. Et c'est pourquoi Israël, par exemple, a laissé 18 000 ouvriers de Gaza passant la frontière tous les jours et travaillant en Israël. Donc, apparemment, on s'est trompé. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous sommes vraiment très plus que déçus, frustrés, déçus, même en colère, concernant par exemple le Sud-Africain, la décision d'Afrique du Sud de prendre de présenter porter une plainte contre Israël à la Cour internationale de justice. Je dirais quelque chose de très fort. Pour nous, l'Afrique du Sud est une sorte d'arme légale du Hamas. Ouais. Et là, j'arrive à une chose que je vois, je crois que vous l'avez mentionné d'une manière ou autre. Nous voyons une sorte de désinformation, des campagnes de désinformation dans le monde entier, y compris concernant de ce qui s'est passé et à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice n'a pas dit qu'Israël commet des génocides, un génocide. Plus que ça, même pas vraisemblable. On utilise le mot plausible. Non, pas du tout. Si vous lisez ce que l'ordre dit, il ne parle pas du tout d'un génocide commis par Israël. Ils ne l'ont même pas étudié, parce que la question qu'eux ils ont débattue n'avait rien à voir avec ce sujet-là. Donc là, c'est une chose. La deuxième chose que j'aimerais bien dire est qu'il n'y avait pas un appel dans l'ordre de la Cour internationale de justice à Israël à un cessez-le-feu. Que ce soit clair. Tout au contraire, il y a là-bas une reconnaissance de ce qui s'est passé. C'était un massacre contre Israël. Et il y avait un appel à une libération immédiate de tous les otages. Ce que oui, Israël a dû présenter un document dans une période d'un mois, et je crois qu'Israël le fait aujourd'hui ou le fera demain, ce sera un mois pour 30 jours, dans lequel Israël doit expliquer quelles mesures il a pris et il va prendre. Et là, je rentre dans le monde surtout de l'aide humanitaire. Et donc, pourquoi Israël est tellement à l'encontre, si on peut dire, de l'idée d'un cessez-le-feu? Tout d'abord, nous ne sommes pas contre l'idée d'un cessez-le-feu. Nous sommes contre l'idée d'un cessez-le-feu maintenant, sous les conditions qui existent sur le terrain. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on avait parlé des objectifs. Les objectifs, c'est libérer les otages et éradiquer Hamas. Nous ne sommes pas encore là. Et nous ne sommes pas très loin. Et là, il faut dire, parce qu'on dit, mais vos objectifs, ils ne sont pas atteints. Si, nos objectifs, ils ne sont pas atteints, mais on s'approche. On s'approche, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Il y a 12 000 terroristes tués, entre 11 000 et 12 000 terroristes tués, et selon Israël. Il y a quelques milliers de terroristes blessés et quelques centaines de terroristes capturés avec des valeurs de renseignement très très importantes pour Israël. Et des 24 régiments que Hamas a, Israël a détruit 20. Il en reste 4 et ils sont tous malheureusement à Rafah.
Israël a découvert des tunnels et a détruit des tunnels, entre 500 et 700 km de tunnels fortifiés. Pour ceux qui se demandent où on peut mettre la population, et si on peut mettre la population palestinienne en abri sous les bombardements israéliens, oui, apparemment il y avait une solution. Sauf que les tunnels fortifiés n'étaient pas faits pour la population civile, ils étaient faits pour les terroristes. Donc les 500 ou les 700 km des tunnels ne servent que pour les otages, parce qu'ils sont un atout très important, et pour les terroristes, pas pour la population civile de Gaza. Et donc là c'est pour le numéro. Concernant la provision ou livraison d'aide humanitaire, et le fait qu'il y a d'aide humanitaire qui est bloquée. Et selon les derniers chiffres que je vais, Israël a facilité effectivement ceux qui ont été livrés à la population de Gaza, c'est 250 000 tonnes de médicaments, de l'eau et surtout de nourriture, en 14 000 de camions et avec 410 000 des vaccins, surtout pour les enfants. Quels sont le problème? Le problème est plutôt, certes, au début il y avait un problème parce que pour des mesures de sécurité qu'Israël a pris, pour la nécessité de vérifier chaque camion, il y avait un blocage. Mais nous ne sommes plus là. Ça, du côté israélien, on a résolu le problème. Le problème maintenant, c'est le côté palestinien. Et si vous voyez les images qui viennent de Gaza, les camions sont bloqués déjà à l'avant de Gaza et pas côté israélien. Et là, c'est plutôt pour un problème de livraison et de l'aide humanitaire, de comment nous gérons, comment l'UNRWA gère, et je vais parler bientôt d'UNRWA, comment l'UNRWA gère la division de la nourriture. Et où sommes-nous? Maintenant, nous sommes, comme vous le savez, dans une étape de négociation, peut-être, je l'espère bien, et pour la libération des otages. Et j'espère bien que cela va aboutir très rapidement. Et Israël a donné son accord pour les lignes générales, pas encore sur le détail. Côté Hamas, il n'y a pas encore un accord sur les lignes générales, mais il faudra après négocier les détails, et comme on sait bien, les détails sont très compliqués, très compliqués. Et nous sommes assez optimistes, mais être sûr que cela va aboutir avec une libération des otages ou une trêve humanitaire, très difficile à dire. Comment nous voyons les choses à long terme, de long terme? Ça, c'est la situation actuelle. Je vais être très rapide, puis bien sûr, vous pouvez me poser des questions. Le premier sujet que je voudrais mentionner ici, c'est le sujet d'UNRWA, parce que ça a à voir avec le futur et l'avenir, surtout de Gaza. Et comme vous avez vu, vous avez entendu, il y avait 12 employés de cette agence soi-disant qui est à l'aide des Palestiniens, des réfugiés palestiniens, et dont 12 employés ont été impliqués directement dans le massacre de 7 octobre. Et Israël a présenté des preuves, des vidéos, tout ça, a identifié les 12 employés impliqués. Le problème est que ce n'est qu'un petit détail, je dirais, sur la problématique de l'UNRWA qui a commencé depuis des années. Ça a commencé avec le mandat et d'UNRWA, je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais je dirais que les écoles d'UNRWA, les hôpitaux d'UNRWA plutôt, ont été utilisés comme pour des objectifs terroristes du Hamas. Dernièrement, on a découvert, il y a peut-être une semaine ou 2 semaines,
que le tunnel qui était sous le QG d'UNRWA avait le centre de computation en ferme de serveurs du Hamas, avec tout l'équipement des écoutes, etc. Donc il s'agissait vraiment de quelque chose de très très important qui était sous le budget de l'UNRWA. Et là, c'est pour donner un exemple. Autre chose, qu'est-ce qui va passer le jour après à Gaza? Je parle maintenant de deux États, je me réfère à la question des deux États, mais tout d'abord à Gaza. La réponse est que je ne sais pas. Nous ne savons pas. La seule chose que je peux vous dire, que pour nous, il n'y aura ni Hamas là-bas, ni Israël. Nous ne voulons pas retourner à Gaza. Oui, peut-être provisoirement, il y aura une présence militaire à Gaza pour assurer le sud d'Israël jusqu'on trouve une solution à long terme. Mais l'idée d'Israël est de ne pas retourner à Gaza. Hamas ne sera pas là-bas non plus. Quelle autre forme de solution il y aura à Gaza? Très difficile à dire, ça dépend bien sûr aussi de comment cette guerre va terminer. Maintenant, je vais dire quelque chose sur la solution des deux États. La question des deux États n'a pas commencé avec le 7 octobre. C'est quelque chose qui nous accompagne depuis 1947 avec la résolution des Nations Unies de la répartition des territoires de Palestine. Et juste pour vous rappeler, c'était une résolution qu'Israël a acceptée et les pays arabes ont rejeté. Donc ça a commencé déjà en 1947 et puis en 1967, après la guerre de 6 jours. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne depuis là. Effectivement, il y avait beaucoup de tentatives de trouver une solution basée sur les deux États. Malheureusement, ils n'ont jamais abouti. Pour une raison ou autre, c'est pas maintenant c'est peut-être pas l'endroit parce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour cela, mais tout ce qu'on avait essayé jusqu'à maintenant a échoué. Les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas arrivés à un accord de paix basé sur les deux États. Si on est arrivé aux accords d'Oslo, aux autres accords qui étaient des accords intérimaires, je dirais, et qui montraient le chemin pour arriver à la solution de deux États. Et la question est, le massacre de 7 octobre a eu l'objectif de promouvoir une solution de deux États? Donc la réponse est sûrement pas. Hamas était toujours contre une solution pacifique et politique au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que pour eux, le conflit n'est pas un conflit politique, ce n'est pas un conflit sur le territoire. Israël avec les territoires, sans les territoires, n'a pas le droit d'exister côté Hamas. Et pour ça, ce qu'ils ont commis le 7 octobre n'avait rien à voir avec cette solution. En plus, et là je rentre un peu sur l'ambiance en Israël. Le 7 octobre a affecté surtout ce qu'on appelle le camp de la paix en Israël. Tout d'abord, parce que comme vous le savez bien, c'était plutôt les kibbutzim, et avec des gens, je dirais d'origine socialiste peut-être, et très en faveur de paix, très involucrés dans toutes sortes des solutions ou des initiatives pour la paix. Et ils étaient les premiers à être attaqués et à être tués. Donc, on commence avec ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Que disait le camp de la paix en Israël? Qu'Israël n'est plus vulnérable. Israël est fort, Israël a une très grande armée, Israël n'est plus vulnérable, il est temps d'arrêter de parler d'un pays sous siège. Bon, le 7 octobre a changé un peu ce paradigme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que les territoires n'ont pas d'importance. On est maintenant dans une guerre de cyber, une guerre technologique. Regardez bien ce qui s'est passé avec la technologie le 7 octobre. Et les territoires s'y comptent. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit encore? C'est un conflit politique. Donc il faut négocier sur une base politique pour arriver à un accord. Mais la menace est venue du Hamas.
qui est contre une solution politique. Et Israël, le camp de la paix en Israël, a toujours dit, par exemple, on a un partenaire, on a l'autorité palestinienne, pourquoi pas négocier avec eux? Bon, on a vu ce qui s'est passé avec l'autorité palestinienne à Gaza en 2005, en 2007. Ils ont été chassés de Gaza parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Et ils n'ont pas condamné le 7 octobre. Et ça, c'est très grave. Je crois que Abou Mazen, Mahmoud Abbas, a eu vraiment une occasion inouïe de se distinguer du terrorisme en condamnant le 7 octobre. Mais il ne l'a pas fait, jusqu'à maintenant. Donc, il est bien pour moi, c'est très clair pourquoi les Israéliens sont tellement déçus de cette position prise par lui et par le leadership en général. En plus, il y a une question de succession. Qui va succéder? Mahmoud Abbas. Ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas Israël où on sait qu'il y aura des élections. Même dans des cas dramatiques, il y aura des élections. Là-bas, on ne sait pas qui va succéder, comment ça va se passer. Si on arrive à un accord avec lui, qu'est-ce qui va se passer le lendemain, avec une situation qui pourrait être chaotique. Et il y a toujours ce monde d'inciter et d'appeler au lieu d'apaiser, et surtout la jeune génération et la jeunesse, d'inciter et contre Israël. Et en plus, je dirais, il faut bien comprendre que venir maintenant et faire une pression sur un pays et sur une société qui est toujours au trauma, c'est vraiment, psychologiquement, c'est le pire moyen d'essayer de résoudre le problème. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train de lutter et de combattre pour notre survie. C'est ça qui est dans notre tête. Et venir maintenant à nous imposer toutes sortes de solutions, je crois que c'est complètement hors contexte et contre-productif. Et je vais terminer avec le dernier point avant de vous laisser le temps pour des questions. La société israélienne se sentait complètement abandonnée par la communauté internationale après le 7 octobre. Et je dirais plutôt par les organisations internationales. Je ne parle pas maintenant de nos alliés, je parle maintenant des organisations internationales et surtout les Nations Unies. Je parlais des organisations féministes qui n'ont pas cru au viol de femmes israéliennes et qui ne le croient jamais, jusqu'à maintenant, la plupart d'eux. Ils ne l'ont pas condamné, tandis que ce sont des groupes qui sont censés à nous défendre comme femmes, au-delà des frontières. Et peu importe si nous sommes juifs ou chrétiens ou musulmans, un silence qui est vraiment un silence assourdissant. Et ça, c'est quelque chose qui était choquant, vraiment choquant pour les Israéliens. On a vu par exemple les déclarations du secrétaire général qui parle du fait que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas passé dans un vide. On voit les déclarations des reporters spéciaux et du Moyen-Orient, des Nations Unies au Moyen-Orient. Et on voit ce qui se passe avec UNRWA. Donc, des organisations qui sont censées défendre l'existence d'un pays démocratique qui est membre des Nations Unies, nous ont abandonnés. Et là, c'est un très mauvais contexte pour créer un dialogue dans lequel Israël devra faire des concessions et devra faire des concessions aussi qui ont à voir avec sa propre sécurité. Donc cela rend les choses un peu plus compliquées. Et j'aimerais bien quand même terminer avec un ton peut-être plus optimiste et dire que, comme toujours, quand il y a une crise, il y a aussi de nouvelles opportunités. Mais nous devons être tous très très ouverts pour comprendre que ce qui s'est passé, qu'il y a avant et il y a après le 7 octobre. Et il faut être maintenant très créatif pour pouvoir trouver le moyen de s'en sortir. Mais une chose doit être claire pour nous.
le Hamas ne peut pas être là. S'il reste au pouvoir, ce sera un grand reward pour cette organisation. Et ce ne sera pas seulement Israël qui va payer le prix, parce que ce sera un très mauvais message pour le monde occidental, pour tous les groupes terroristes et qui veulent nuire aux intérêts du monde occidental et aux valeurs universelles, qu'ils peuvent commettre un attentat, un pogrom, un massacre et rester au pouvoir, et dans ce cas-là aussi et en vie. Donc je crois que c'est un message qui doit nous venir. Tout d'abord, il faut mettre fin au Hamas, et puis on pourra parler, on pourra voir quelles sont les options. Donc tout d'abord, merci beaucoup, et je voudrais bien sûr laisser le temps qui nous reste pour nous faire des questions.